nous sommes ici des clandestins. La loi nous interdit ou essaie de nous interdire de venir ici depuis le 2 novembre 1955. C'est le plus grand monument parisien, mais qui est certainement le plus méconnu et le plus délaissé. C'est une ambiance complètement différente qu'on retrouve nulle part en surface. Pour ainsi dire, toutes les semaines, je suis sous terre, au moins une fois. Ça peut tomber d'un moment à l'autre. Lorsqu'un morceau comme ça tombe, il faut juste ne pas être en dessous, quoi. Vous connaissez Paris pour être la ville lumière. Mais sachez aussi qu'elle a son côté obscur. À plus de 20 mètres sous terre, plus bas encore que le métro et les égouts, il existe de mystérieux souterrains, surnommés les catacombes. Avec près de 300 km de galeries sous la capitale, cet univers méconnu, strictement interdit au public, renferme de véritables trésors historiques et artistiques. Vous allez découvrir que les tréfonds de Paris regorgent de lieux inattendus. Librairies, piscines ou encore châteaux forts. Vous allez pénétrer au cœur de ce mystérieux Paris caché en compagnie de passionnés des souterrains, les cataphiles. Exceptionnellement, dans ce milieu où l'anonymat règne en maître, certains d'entre eux ont accepté d'être filmés à visage découvert pour vous faire visiter clandestinement ce lieu fascinant. Pour accéder à ces souterrains interdits, rendez-vous avec Panko. Ce n'est pas son vrai nom, mais son pseudo-cataphile. À 23 ans, cet étudiant en philosophie à la Sorbonne arpente le sous-sol parisien depuis 7 ans. Il a, à son actif, une centaine de descentes. Comme tout bon cataphile, Panko s'équipe de bottes, accessoire indispensable pour parcourir les tréfonds de Paris, les pieds au sec. Pour soulever une plaque de 50 kg au beau milieu d'un trottoir, il faut faire vite pour ne pas attirer l'attention. L'expédition débute par une descente à près de 30 mètres sous terre. Le cheminement pour atteindre les catacombes s'avère particulièrement long. Il faut traverser dans un premier temps une galerie technique, puis emprunter une chatière, un accès creusé clandestinement par les cataphiles. Cet espace très exigu permet de relier un réseau de galeries souterraines. Bienvenue dans les catacombes. Pour s'éclairer, Panko utilise une lampe acétylène, semblable à celle utilisée par les mineurs, et réputée pour sa lumière particulièrement vive. Ici nous sommes donc à la plage, une salle qui s'appelle la plage. Cette salle est appelée comme ça pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a du sable par terre. Par terre, c'est un mélange de sable et de boue. Le sable correspond à une couche géologique qui date d'il y a plusieurs millions d'années. Donc lorsqu'on dit sous les pavés, la plage, c'est vrai, mais très profondément, puisque le sable se trouve à au moins 15 mètres, plus souvent 20 mètres sous les pavés. Et aussi parce que donc, dans cette salle a été faite une gigantesque réplique de la grande vague de Hokusai, l'artiste japonais. On a une fresque de plusieurs mètres de long qui reprend presque en tout point l'original de la fresque. Nous arrivons maintenant à la librairie. C'est une petite salle où les cataphiles ont coutume de laisser traîner des magazines, des livres, même l'édition en allemand d'un bouquin de Conan Doyle, un roman Le Soleil en face, Madame Bovary de Flaubert. Lorsque les cataphiles ne viennent pas achalander la librairie, ils descendent en souterrain d'étranges bouts de papier qu'ils déposent un peu partout dans le réseau des catacombes. Bon, un élément de la culture cataphile, c'est aussi ce que font certains en souterrain, savoir rédiger les tracts. Un tract, bon, c'est un bout de papier sur lequel on met ce qu'on veut, un dessin, un texte. Et donc celui qui l'a fait, on le laisse quelque part dans le réseau, donc il peut le cacher, le mettre dans le milieu d'une salle. Ça fait un petit cadeau pour celui qui le trouve quelque part dans l'immensité du réseau de carrières. Cette tradition cataphile se perpétue depuis les années 70. S'il s'agit d'un mode de communication privilégié en souterrain pour faire passer un message, c'est aussi un moyen d'expression artistique.
Là par exemple j'ai un tract avec Mario dessus, bon Mario avec une bouteille de bière parce qu'on est dans les katas. Celui-là a été fait par l'auteur d'un livre sur les catacombes, et d'ailleurs celui-là aussi. C'est votre patrimoine qui vous entoure, c'est aussi le patrimoine de vos enfants, songez-y. L'auteur de ce tract, soucieux de ce patrimoine souterrain à préserver, le voici. Il s'appelle Gaspard Duval. Les galeries de cet immense dédale n'ont plus aucun secret pour lui, puisqu'à ce jour, il totalise près de 700 descentes. Sa fascination pour ce lieu l'a amené à écrire un ouvrage, Les catacombes de Paris, promenade interdite. Ouvrage illustré par ses propres photographies, révélant les souterrains de la capitale sous un jour nouveau. La particularité de ces photos, une mystérieuse lumière bleue dans le fond des galeries. Je me suis amusé à faire beaucoup de photos avec ce bleu parce que je trouvais que ça donnait un petit peu de profondeur et de mystère à la scène. Voilà, donc effectivement j'ai beaucoup de photos avec ce bleu. Gaspard dévoilera plus tard comment il procède pour obtenir ce bleu féerique, mais pour le moment, découverte d'une salle réputée du réseau pour ses remarquables sculptures. Voilà, là on arrive à Montsouris KCP, la fameuse salle KCP qui est une des plus réputées du dédale de Montsouris, donc avec toutes ces sculptures. La salle a été sculptée et faite par 3 personnes, dont les initiales sont ici, KCP d'ailleurs, c'est le nom de la salle. On voit que c'était fait par des gens qui savent travailler la pierre. Donc là c'est une salle qui est réputée, qui est respectée, et c'est tant mieux. Et ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que là par exemple cette plaque est assez récente, peut-être que quelqu'un a envie d'y faire quelque chose, mais on voit que la pierre a été grattée il n'y a pas très longtemps, donc on peut imaginer qu'il va y avoir quelques nouveautés bientôt. Départ momentané des galeries souterraines pour une autre galerie, en surface celle-là. Elle accueille les peintures de Marie Rally, cataphile, étudiante en géographie, mais aussi artiste peintre. Pour sa première exposition à Paris, c'est l'univers des catacombes qu'elle a choisi de représenter au travers de peintures imprégnées de l'atmosphère si mystérieuse de ces lieux méconnus. À quelques heures du vernissage, Marie vient s'assurer de la bonne disposition de ses œuvres. Ce qui m'inspire, c'est déjà l'ambiance particulière. C'est-à-dire que c'est un endroit qui n'est pas connu de tout le monde, et ça c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire de m'intéresser à des choses qui n'intéressent forcément pas la majorité des gens. Enfin, comme ça, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu plus libre dans ma façon de penser. Ici, c'est le tableau de Bain de minuit. Donc, Bain de minuit, j'ai intitulé comme ça parce que c'est lors d'une descente avec des amis, on s'était baigné dans un endroit qui s'appelle la piscine. Il faut savoir que la piscine, c'est 2 galeries inondées. Le paysage aussi varie par la montée et la descente des nappes phréatiques. Donc c'est pas du tout l'eau des égouts. On n'est pas du tout en train de se baigner dans une eau qui sent mauvais. Ça sent pas l'eau stagnante des marécages ou ce genre de choses. Même si je pars d'après photo, en fait, je réinterprète les photos. Enfin, c'est vraiment ça mon travail. J'ai un support photo parce qu'il me faut un modèle. Je peux pas créer sans. Enfin voilà, c'est pas de l'abstrait, donc il me faut un support réel. Mais après, je retravaille totalement les photos. Là, nous sommes à côté d'anciens répéteurs téléphoniques. Ces espèces de grosses boîtes en métal ont été posées là par France Télécom pendant la guerre froide. Car pendant la guerre froide, certains se sont dit que mettre les communications dans les carrières était une bonne idée, puisque d'une part ça éviterait de creuser des galeries techniques spéciales pour mettre les câbles téléphoniques, et que d'autre part, comme on était en pleine guerre froide, si la guerre atomique était déclarée, avoir les câbles téléphoniques dans les carrières permettrait d'assurer la sauvegarde des communications. Les câbles téléphoniques seront finalement rapidement retirés en raison d'installations plus compliquées que prévu au plan technique et économique. Le cuivre des câbles, très convoité, faisait également l'objet de nombreux vols. Nous sommes actuellement dans la galerie des promos. Cette galerie est appelée comme ça parce que c'est un cul-de-sac, mais c'est aussi la galerie où des étudiants de l'école des mines, depuis les années 80 environ, désignent une promotion parmi les leurs pour qu'ils viennent dessiner une fresque en souterrain.
Pour perpétuer cette tradition estudiantine, les élèves de l'école des mines bénéficient chaque année, à titre exceptionnel, d'une autorisation spéciale délivrée par l'inspection générale des carrières, leur permettant de se rendre en souterrain afin d'y réaliser le baptême d'une nouvelle promotion étudiante, symbolisée par l'inauguration d'une fresque. L'école des mines est d'ailleurs étroitement liée à l'histoire des catacombes, puisque durant plus d'un siècle, jusqu'au milieu des années 60, des exercices de topographie souterraine y étaient organisés par les professeurs. L'absence de lumière et l'aspect labyrinthique étaient en effet idéal pour initier les étudiants aux conditions particulières de la cartographie souterraine. On dit toujours les catacombes, mais en fait ce qui est vraiment les catacombes, c'est uniquement l'ossuaire officiel, donc l'ossuaire municipal, celui qui est visitable place d'Enfer Rochereau, et une petite partie du réseau qui se trouve sous le cimetière Montparnasse, donc où des ossements ont été entreposés, et qui sont vraiment donc, des catacombes, donc là où il y a des restes humains. Mais tout le reste du réseau, en fait, c'est-à-dire environ 97% du réseau, est fait de carrières, donc ce serait plutôt des carrières de Paris que des catacombes, mais on les appelle les catacombes par abus de langage. Alors cet amalgame vient de l'époque où on a vidé les cimetières de Paris dans les anciennes carrières. Donc les cimetières étaient bondés et débordaient de partout, et comme les carrières étaient en cours de consolidation, eh bien, on s'est dit que l'endroit pouvait être idéal pour ranger les ossements et vider les cimetières. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 1783. Donc on a commencé à vider le cimetière des Innocents. Et tous les autres cimetières, il y avait 200 ou 300 paroisses dans Paris, donc chaque église avait son petit cimetière. Donc on a vidé tout ça, ça a pris plusieurs dizaines d'années. Là nous nous trouvons sous un cimetière. Quasiment tous les ossements des catacombes de Paris avaient été mis sous d'Enfer Rochereau, dans l'ossuaire officiel, mais les excédents, puisqu'il n'y avait pas assez de place à d'Enfer Rochereau, ont été mis ici, donc sous un autre cimetière qui est à proximité. Et si à d'Enfer Rochereau, tous les os avaient été bien classés, bien mis avec des jolis murs de crâne et tout, bon là c'est plus désordonné, disons. Enfin là les os ont été jetés en tas, et ils sont restés comme ça depuis. Fréquenter les catacombes, c'est aussi s'exposer à chaque instant à de réels dangers. Certaines galeries sont particulièrement soumises au risque d'éboulement. Les fissures observées par endroits en témoignent. Quand tu regardes le ciel, c'est tout fendillé de partout, tu as l'impression que tout va s'écrouler, c'est assez flippant. On voit les morceaux là qui sont à moitié décrochés, donc ça peut tomber d'un moment à l'autre. Lorsqu'un morceau comme ça tombe, il faut juste ne pas être en dessous, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de pression quelquefois, on voit les piliers à bras qui sont carrément explosés sous la pression du ciel qui tasse tout ça, quoi. Et là ce pilier à bras, bon, il a été quand même fendu sur plusieurs endroits, donc on s'imagine effectivement qu'il y a un sacré poids dessus et que ça bouge régulièrement. Les racines des arbres, les arbres du cimetière. Ah, tiens, voilà, il y a un tract là, je sais pas si tu le vois. Hop. Ah, visiblement, ça fait un petit moment qu'il est ici, vu qu'il est humide, mais ça peut dater de ce week-end. Ah, il est magnifique. Bon, ben voilà, j'ai trouvé mon premier tract au bout de quelques minutes. Un tract qui a échappé aux promeneurs. Il rentre dans ma collection. J'en ai pas mal, enfin j'en ai plusieurs centaines. Le meilleur souvenir, je dirais, c'est le jour où j'ai découvert les catacombes. Je me promenais dans Paris, je faisais un reportage photographique pour moi dans des endroits un petit peu interdits. Et en allant d'endroits interdits à des endroits de plus interdits pour faire des photos insolites, bien sûr, je suis tombé par hasard sur un trou qui m'a intrigué.
Et j'ai passé la tête dans ce trou et je me suis rendu compte que ce trou menait à un petit tunnel qui a mené à un autre petit tunnel, etc. etc. Toujours est-il que, sans dévoiler d'issue particulière, je suis entré tout à fait par hasard dans les catacombes sans savoir ce que c'était. Et donc j'ai découvert cet univers et je suis rapidement, enfin tout de suite tombé amoureux du lieu. Outre ses photographies, Gaspard Duval est aussi connu pour ses performances d'orientation dans ce labyrinthe qu'il connaît comme sa poche, puisqu'il descend sans plan depuis plusieurs années. Gagnant de plusieurs catasprints, une course d'orientation souterraine sans carte ni boussole, Gaspard Duval a aussi vécu une expérience toute particulière il y a quelques années. Il s'est lancé le défi de réaliser une traversée complète du réseau sud des catacombes, dans le noir total, pour se prouver qu'il connaissait par cœur ces souterrains. J'ai mis ma lampe au fond du sac et je suis parti à l'aventure, mais sans la moindre source de lumière. Donc oui, c'était vraiment le noir total. Et au début, j'ai commencé à avancer très très lentement. Voilà, je tâtonnais, je m'étais mis une casquette renforcée, une casquette de sécurité pour pas me cogner le crâne trop durement au ciel. J'ai mis des gants pour pouvoir palper les murs. Et finalement, à chaque moment, je savais précisément dans quelle galerie je me trouvais, où devoir tourner. L'ensemble m'a pris à peu près 3h30. Et c'était extrêmement riche et c'est très très particulier. Découverte à présent de l'une des œuvres les plus majestueuses des catacombes, une fresque qui s'étend sur plus de 3 mètres de haut, inspirée de l'île des Morts, un tableau du peintre suisse Arnold de Beauclin. Fresque qui a été inaugurée le 1er mai 2010, qui a demandé à peu près 1 an de travail. Cette œuvre, signée Lone Sloan, a représenté un véritable défi pour sa réalisation en raison d'un taux d'humidité particulièrement important. La galerie où se situe cette fresque est aussi connue pour son impressionnante hauteur de plafond. Il culmine à 12,60 m précisément. Là, c'est le plus grand fontis du réseau. Ici, nous sommes sous la rue Daguerre, et c'est un endroit où il y a un ouvrage d'art architectural assez appréciable, puisqu'il s'agit d'une double croisée d'ogives. C'est la même technique que dans certaines églises. On a 2 ogives qui soutiennent le poids de la galerie et qui se croisent en plein milieu du carrefour. Au rang des autres espaces remarquables, la salle Z se distingue par ses voûtes bâties au XVIIe siècle et inspirées de l'art roman. Ce vaste espace est le lieu de prédilection pour les fêtes cataphiles. Il y a la sonorisation, les jeux de lumière, où il y a parfois des projections, où là on peut faire venir dans certaines salles, il y en a très peu qui peuvent recevoir autant de personnes, mais on peut recevoir plusieurs centaines de personnes. C'est une ambiance complètement différente qu'on retrouve nulle part en surface. En plus, contrairement aux boîtes de nuit et à tous les coins un peu hype à Paris, l'entrée est gratuite, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'on peut réinvestir en boissons, en musique, en nourriture, etc. Ici, on est au fin fond du Val-de-Grâce. C'est un réseau dans le réseau, un petit sous-réseau qui est isolé par rapport au grand réseau des carrières sous Paris, enfin au grand réseau des catacombes. Et au fond du réseau, j'avais écrit il y a 2 ans un petit sonnet, donc une poésie en 2 quatrains et 2 tercets, que j'avais écrit en fait pour les visiteurs donc, de ce bout de réseau, parce que cet endroit est très peu visité, il y a très peu de gens qui y vont, même parmi les habitués, parce qu'il est difficile à atteindre, qu'ici il n'y a pas grand chose. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce lieu pour y mettre ce poème. Dans cette salle, il y a une décoration un peu spécifique, puisque c'est une partition. C'est la partition d'un morceau de Chopin. Sachant qu'un morceau de Chopin a déjà été joué dans les catas à l'occasion d'un concert clandestin, il y a très longtemps, c'était en 1897. Bon, à l'époque où, pendant les fêtes étudiantes, on préférait encore la musique classique à la techno, puisque la techno n'existait pas. Il est possible que ce soit ce morceau qui se retrouve ici, sous forme de partition.
Nourris par l'amour des lieux et de son histoire, des cataphiles entreprennent parfois de véritables chantiers pour entretenir, aménager et réhabiliter certaines salles du réseau. Leur dernière œuvre, la voici. Cette salle a nécessité 7 ans de travaux. Un travail colossal, réalisé avec passion, exigence et persévérance par un maître d'œuvre cataphile nommé Pascalou. La petite fosse qui a été aménagée par lui, il y a toutes les pierres taillées, c'est lui qui les a taillées, c'est lui qui a monté tous les murs. C'est précisément cette salle, fraîchement rénovée, que Gaspard Duval a choisi de photographier aujourd'hui. Une préparation minutieuse est nécessaire pour illuminer le lieu. Gaspard dissimule des bougies dans des renfoncements car l'éclairage doit être indirect. Après la disposition des bougies, reste à présent la touche finale pour apporter de la profondeur et du mystère à la scène par une étrange lumière bleue. Pour cela, Gaspard va utiliser une lampe électrique, en l'occurrence sa propre frontale, qu'il place au fond d'un puits. Après la prise de vue, Gaspard effectue la balance des blancs, un petit réglage qu'il fait directement depuis son appareil photo pour obtenir le fameux bleu. Lorsque tu fais la balance des blancs, ça te refroidit la température. Et donc la lumière blanche, la lumière de la LED du fond, elle devient bleue automatiquement. Tu as ta photo avec lumière bleue, et il n'y a pas besoin de retouche Photoshop après ou de travailler dessus. Elle sort déjà comme ça, dans l'appareil photo. Éclairer certains lieux des catacombes s'avère parfois compliqué. Il arrive en effet que Gaspard se retrouve à escalader des murs pour aller placer certaines bougies. La tâche peut se révéler alors acrobatique. Je me souviens d'une galerie dans la Caluque de Laval où j'avais éclairé toutes les arches dans l'eau et donc je faisais des allers-retours. C'était déjà assez éprouvant avec de l'eau jusqu'aux genoux. Et de temps en temps j'entendais le plouf derrière moi, je devais aller remettre une bougie. Alors, quand on fait un éclairage dans un puits à échelon, là il faut monter le puits plusieurs fois pour modifier l'éclairage ou pour remplacer les bougies qui sont tombées. Donc c'est physique pour les bras, c'est physique. Oui, ça peut être physique de prendre une photo. En dessous des carrières, il y a la nappe phréatique. Et donc certaines galeries sont inondées parce que l'eau de la nappe phréatique déborde légèrement et vient donc tapisser le sol des carrières. Mais c'est aussi l'eau de pluie donc, qui vient s'y ajouter après des mois et des mois de filtration dans le sol parisien. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blues des catacombes. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blues des catacombes. Nous sommes ici dans le cabinet minéralogique. Ce cabinet a été créé au XIXe siècle, comme quasiment tout le reste des aménagements en carrière. À l'époque, c'était la mode cabinet de curiosité, donc des cabinets couvraient des membres de la bourgeoisie, des classes moyennes hautes, où ils entreposaient des objets de voyage, des souvenirs, parfois aussi des crânes difformes ou des objets vraiment curieux. Et Ricard de Thury, un des inspecteurs de l'inspection des carrières, un des inspecteurs en chef, a tenu à avoir un cabinet en curiosité en souterrain dédié aux carrières elles-mêmes. Et en fait, cet escalier n'est pas un vrai escalier, c'est un escalier d'exposition. Et lorsque le cabinet a été ouvert au XIXe siècle, donc, on pouvait voir sur chaque marche un échantillon de roche. Chaque échantillon de pierre était issu d'un banc géologique sous la capitale parisienne. Donc, sachant qu'il y a entre 20 et 30 sortes de pierres différentes, et même plus selon ce qu'on compte comme sortes différentes. Les bancs aussi qu'on voit sur le côté de la salle servaient aussi à exposer des objets, des curiosités. Bon, aujourd'hui ce sont des bancs pour s'asseoir, les cataphiles s'asseyent dessus. Mais quand on s'assoit dessus, on remarque que les bancs sont assez hauts et qu'à moins d'être très grands, les pieds ne touchent pas le sol. Ce qui est normal puisque ces bancs n'étaient pas faits pour s'asseoir, mais seulement pour l'exposition lorsqu'ils ont été taillés.
ici nous sommes à la salle du château. Donc, ceci est un château fait en calcaire, en mortier. Donc ce château était fabriqué par des cataphiles, donc par des habitués des carrières, probablement des tailleurs de pierre ou simplement des amateurs qui ont construit tout un petit château. Donc avec les proportions, tous les détails, la grille, la herse, les tourelles, enfin tout un mini château donc creusé dans la masse. Vous avez ici un tableau qui s'appelle « Vivons heureux, vivons cachés ». Je l'ai intitulé ainsi à cause de l'atmosphère intimiste que j'ai voulu représenter. Donc vous avez ici un couple, une personne dans un hamac, une autre qui fume une cigarette. La cigarette est très fréquente dans les catacombes. Donc ici il y a la présence d'un hamac, ça peut surprendre, on peut se demander si j'ai pas imaginé la situation. Non, pas du tout, le hamac est très courant dans les catacombes parce qu'il y a une grande humidité. Donc si on décide de se reposer pour un temps précis, enfin assez long finalement, il faut mieux s'isoler de tout ce qui est du sol, enfin de tout ce qui est roche, parce qu'elle dégage une certaine humidité. Donc en fait on a facilement froid. J'ai déjà testé la chose en dormant en bas sans être plus équipé que ça, et vraiment c'est le froid de la pierre est très saisissant. Donc ici vous avez 1000 catachiens au cabinet minéralogique. J'ai déjà vu des chiens dans les catacombes. Enfin, c'est vraiment c'est atypique, enfin, on s'y attend pas. Enfin, c'est un peu comme l'histoire du hamac. On n'imagine pas en fait que sous Paris il y a véritablement une vie tout simplement, et qu'il y a aussi des animaux domestiques qui sont accompagnés de leur maître. Donc voilà, j'ai voulu représenter un chien avec sa catalampe. Parce que les chiens ont aussi, pour pouvoir se repérer, ils ont une lampe. Direction maintenant un secteur peu fréquenté des catacombes où se cache l'une des plus belles sculptures du réseau. Une œuvre inspirée de la cité médiévale imaginaire Lalite, dominée par une abbaye. Une réalisation d'un cataphile nommé Plongeur. Ce que je recherche surtout, c'est d'être un petit peu à l'écart du monde. C'est se retrouver un peu seul, se retrouver un petit peu isolé, c'est se retrouver dans un endroit loin de la fureur de la surface. Il y a beaucoup de choses qui font que j'aime les catacombes, en plus je dirais presque l'amour de la pierre. Mais c'est une volonté de prendre de la distance avec les humains de la surface dans un premier temps. Ça, c'est un pilier de consolidation. Donc tout à l'heure, c'était chemin de fer, c'est FPC, c'est pilier de consolidation. Donc toute cette zone a été consolidée en 1867. Et précisément ici, il y a eu une erreur sur une date. C'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui se sont plantés lorsqu'ils ont gravé. Ils ont écrit 1687 ou 1867. Donc la plaque de 1687 se trouve ici. Une plaque qui ne peut exister, sachant que l'inspection des carrières a été créée en 1777. Donc là, on se trouve 90 ans plus tôt, quoi. Donc c'est des petites anecdotes, des petites choses, et ça n'a jamais été rectifié. Il faut avoir l'œil. En fait, c'est un collage de textes, d'images, de dessins. Le message principal ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Voilà, avec une petite plaque IDC, l'inspection des carrières, avec le petit tire-plaque. Ça, c'est une des premières plaques taillées qui ont été faites en souterrain. Elle date de 1777, donc dessus on voit la date de sa création.
Et cette année-là, c'est l'année où l'inspection générale des carrières a été créée par le roi Louis XVI, suite à de nombreux incidents qui ont eu lieu dans les anciennes carrières, donc qui étaient à l'époque abandonnées, puisqu'elles ont été exploitées au Moyen-Âge, donc plusieurs siècles avant le mandat de Louis XVI. Mais c'est à la suite des incidents qui ont eu lieu dans ces carrières abandonnées. Il y a eu des effondrements qui ont nui surtout au-dessus, parce qu'une carrière qui s'effondre, tout ce qui est au-dessus s'effondre aussi. Donc c'était par rapport à ces problèmes que l'inspection des carrières a été créée. Ce service spécial d'aménagement, de consolidation et de surveillance va ainsi voir le jour pour sécuriser les anciennes carrières souterraines de Paris. Ces pierres ont servi à bâtir une partie de la capitale. Sur celle-ci, on voit écrit 55G 1781. 55, ça veut dire que c'est la 55e confortation faite sous le mandat de l'inspecteur en chef G. Enfin, en fait, l'initiale G désigne Charles-Axel Guillemot, qui a été le premier inspecteur des carrières en poste. Et 1781, donc c'est l'année où la confortation a été faite. Donc là, on peut voir que 4 ans après sa nomination, puisque Guillemot a été nommé en 1777, il avait déjà ordonné la construction de 55 confortations, donc de 55 ouvrages d'architecture confortatifs sous Paris. À 20 mètres sous terre, la température est constante toute l'année. 15 degrés, été comme hiver. C'est très sympa en hiver parce que 15 degrés quand il fait moins 5 là-haut c'est sympa, et quand il fait 40, bon, à Paris il ne fait pas toujours 40, mais quand il fait très chaud, c'est bien agréable de venir ici. Et voilà, donc ici on est à 2 degrés de moins en moyenne que le reste du réseau, parce qu'on est sous un parc, sous un grand parc. C'est en effet sous les parcs de la ville que les galeries sont les plus humides. L'eau de pluie n'est pas piégée par les égouts et vient ainsi rejoindre l'eau de la nappe phréatique après une longue filtration. Un goutte-à-goutte permanent, chargé en calcaire, forme ainsi de remarquables concrétions, dont l'une des plus célèbres est cette pierre de forme cubique, baptisée la Méduse. Soucieux d'entretenir leur environnement, les cataphiles ont mis au point une opération annuelle de grande ampleur. Tous les ans, il y a ce qu'on appelle la catacline, c'est-à-dire une initiative qui vise à nettoyer le réseau. Plein de cataphiles se regroupent, se répartissent des morceaux du réseau, et puis on ramasse des déchets, on les met dans les sacs poubelles. Cette catacline implique quasiment tous les cataphiles de bonne volonté. On se réunit donc une nuit à plusieurs dizaines de personnes, voire plus de 100 des bonnes années. Et on regroupe nos poubelles sur 3 ou 4 points précis, où des gens sont installés à la surface, ont ouvert des puits et remontent les poubelles avec des cordes à une heure donnée. Par exemple, on dit à 1h du matin, on ouvre les plaques et nous serons dessous avec les poubelles. Donc c'est bien parce que ça nettoie le réseau et quelquefois on en a vraiment besoin. C'est l'heure du vernissage de Marie Rally. Le succès est au rendez-vous, près de 150 personnes sont venues admirer ces tableaux. Certains cataphiles ne tardent pas à rejoindre les souterrains pour poursuivre la soirée. Marie Rally, elle, poursuivra plus tard son parcours artistique. Dans tout le réseau, on trouve les plaques indicatives comme celle-ci, parce qu'en général, les galeries suivent le tracé des rues en surface, donc c'est ce qui donne une doublure souterraine de la ville et des rues en surface. Et donc pour aider les gens à se repérer en souterrain, pour ne pas se perdre, il y a ce genre de point de repère donc, qui nous indique où nous sommes. Là en l'occurrence nous sommes sous la rue Saint-Jacques, côté du Levant, c'est-à-dire du côté est de la rue. Comme on peut le voir, il y a marqué rue Jacques au lieu de rue Saint-Jacques. Ce qui est dû au fait que les révolutionnaires, donc, après 1789, ont enlevé autant que possible les références religieuses de la société, les ont expurgées autant qu'ils pouvaient, et les carrières n'ont pas échappé donc, à la frénésie des révolutionnaires, qui ont probablement enlevé le Saint. On voit qu'il y a un espace assez large entre les mots rue et Jacques, donc il devait y avoir une petite mention Saint, ST, qui a dû être enlevée, limée ou burinée. La rue Saint-Jacques, ça a été une des premières rues à être confortée. Donc, vu que c'était encore sous la royauté, des fleurs de lys avaient été apposées aux plaques. Et après la Révolution, et notamment sous la Terreur, les révolutionnaires ont commencé à buriner les fleurs de lys. Et donc, à la place, les révolutionnaires ont mis une étoile qui est toujours là aujourd'hui. Un effet de la cataphilie, pour ceux qui la pratiquent régulièrement, c'est qu'à force de se balader en souterrain, on finit par connaître par cœur les galeries principales. Et comme les galeries principales suivent le tracé des rues, on se retrouve à connaître par cœur les emplacements des rues au-dessus, alors même qu'on n'est jamais allé dans les quartiers au-dessus, parce qu'on n'y habite pas, ou parce qu'on n'a pas spécialement envie d'y aller, et puis le jour où on se retrouve à y aller,
on s'aperçoit qu'on connaît déjà toutes les rues, qu'on les a déjà toutes faites en souterrain, et puis que même si on n'a jamais vu ces rues et qu'on les découvre, on connaît déjà leur ordre, on connaît déjà l'emplacement, le schéma, les angles, que telle rue rejoint telle autre. Et bon, quand on réalise qu'on connaît déjà tel ou tel quartier, et qu'on le connaît parce qu'on l'a connu d'abord en dessous au lieu d'au-dessus, là on voit qu'on est vraiment un cataphile. Si certaines galeries suivent le tracé des rues en surface avec des plaques indicatives, elles ne représentent cependant qu'une infime partie du réseau. La majorité des galeries forment en réalité un véritable labyrinthe. Pour se repérer et s'orienter dans cet immense dédale, les cataphiles possèdent ainsi un plan détaillé, élaboré par Nexus, un passionné de cartographie. Il a tout refait à l'échelle, il a redessiné chaque galerie, on a pris en compte chaque endroit du réseau. Il a synchronisé ça avec les rues en surface, les cadastres. Donc là on voit par exemple que c'est très précis, il y a toutes les galeries, les plaques. Donc pour un non-habitué, ça reste très vaste et très facile de se perdre, même avec un plan. Mais bon, quand on commence à être un peu habitué, on finit par repérer assez vite où est-ce qu'on est. Alors ici nous sommes à la boutique. La boutique c'est une salle qui est dans le sud du réseau et où tout récemment a été faite une mosaïque. Une très jolie mosaïque d'ailleurs qui reprend les thèmes cataphiles, un squelette, des gens qui sont dans une salle. Et surtout au milieu il y a la signature de l'artiste qui s'appelle Psychose. Et Psychose, donc alias Psy, était connu au début pour des tags. Il y a des graffitis, mais il a aussi fait des fresques, et donc tout récemment cette magnifique mosaïque. Donc il a un peu changé de genre, mais en tout cas, ça lui a réussi. Quelques semaines plus tard, nouvelle descente en compagnie de Gaspard Duval. Mais ce jour-là, mauvaise nouvelle. La superbe mosaïque de Psy a été saccagée 2 mois seulement après avoir été édifiée. C'est là qu'on se rend compte de la bêtise de certaines personnes dans les catacombes. Qu'ils apprécient ou non certaines personnes, il y a certaines œuvres qui méritent de rester. Moi je pense, c'est mon opinion personnelle, que le tort de Psy c'est d'avoir un peu trop tagué dans les galeries, et donc il y en a qui n'ont pas du tout apprécié. Donc c'est une mesure de rétorsion, c'est pour lui dire, voilà, t'as fait la saloperie partout, maintenant que t'as fait un truc beau, tu vois, c'est à nous de le dégrader. Je pense que c'est un peu l'esprit. Quoi qu'il en soit, c'est de la bêtise. Finalement c'est du travail qui est éphémère. Enfin voilà, faut pas faire une œuvre dans les catacombes en se disant dans 100 ans elle y sera encore, j'ai posé ma trace. Enfin voilà, tout en renouvellement. En même temps c'est pas plus mal, mais c'est un peu triste parce que il y a des belles choses qui mériteraient quand même de vivre plus longuement dans le temps. Là on est au niveau de la nappe phréatique et l'eau est hyper claire parce qu'il n'y a pas beaucoup de brassage, il n'y a pas grand monde qui passe là. Et puis comme c'est l'eau de filtration, c'est de l'eau qui est pour ainsi dire potable. Et moi il m'est déjà arrivé de boire de l'eau des catacombes en dessous, et celle-là ça ne me dérangerait pas de la boire si j'avais vraiment soif. J'ai mis la lampe au bout d'un fil de pêche et j'avais mis la lampe au fond, ce qui fait que la lumière semblait sortir du puits, quoi. Le fond du puits, donc comme ça fait loupe, t'as l'impression qu'il n'est pas profond, mais il fait 6-7 mètres. Ceci est un puits d'aération. Ce genre de puits garantit l'aération du réseau et permet un échange d'air entre le dessous et le dessus. Sans ce genre de puits, le réseau serait à court d'oxygène et deviendrait assez rapidement non seulement irrespirable pour tous ceux qui y sont, mais même pour la pierre, car l'humidité ne pourrait plus s'échapper et la pierre se fragiliserait à cause de l'humidité croissante. Ici, nous arrivons au cellier.
Le cellier, au XIXe siècle, était, donc, comme son nom l'indique, un cellier. On y fabriquait de la bière, on la conservait aussi. Beaucoup d'humidité et une température de 15 degrés tout le temps, hiver comme été, était idéal pour fabriquer de la bière. Donc aujourd'hui, cette salle n'est plus utilisée pour ça, donc les cataphiles en ont pris possession. Et ça se voit par les fresques qui ont été peintes. Et ici, nous avons une imitation d'une fresque métaphysique de Chirico. Et un peu partout, il y a des fresques dans le cellier. Vous avez pu voir la fresque égyptienne. Cette fresque, par exemple, est une imitation de peinture d'un peintre italien. Le fait qu'il y ait une présence régulière en bas, bon, même si c'est évidemment illégal, ça arrange en fait les autorités, puisque bon, ceux qui sont présents régulièrement en bas connaissent bien le réseau. Donc s'il y avait quoi que ce soit d'exceptionnel ou d'inquiétant, par exemple les trafiquants qui commenceraient à vouloir enterrer des marchandises ici ou en cacher, ou même un squat un peu trop prononcé ou n'importe quoi, bon, ça finirait par par être vu par des gens du réseau. Mais bon, un souterrain, le téléphone arabe fonctionne très bien. Notre présence, effectivement, peut éviter ce genre de désagréments, à savoir qu'ici, tout le monde se connaît, plus ou moins. Enfin, ceux qui sont réellement habitués voient tout de suite quels sont les nouveaux visages, ils voient tout de suite, captent tout de suite quel type de personne descend, et une personne qui serait, ou un groupe de personnes qui descendraient dans le but, effectivement, de commettre des actes malveillants serait probablement assez vite détecté et signalé. De toute façon, il vaut mieux qu'il y ait des gens en souterrain qui sachent de quoi il est question, que d'avoir un réseau où il n'y aurait vraiment personne, et où là on pourrait tomber sur des gens un peu moins recommandables, disons, que le cataphile lambda. Radio Cata, direct des catacombes, Radio Cata, underground baby. La découverte du milieu cataphile s'achève en surface. Direction le Poney Club. Ce squat du 15e arrondissement accueille une nouvelle exposition sur l'univers du Paris souterrain. Une vingtaine d'artistes cataphiles sont mis à l'honneur. Différentes formes d'expression, dessins, peintures, installations sonores et visuelles, mais aussi photographies, célèbrent ce mystérieux monde souterrain. Marie Rally et Gaspard Duval font partie des exposants. Ça permet aussi de rencontrer donc d'autres sensibilités d'artistes, c'est intéressant, enfin, c'est un milieu vraiment culturel, enfin, on partage une même passion. C'est ma première exposition et c'est tout nouveau pour moi. J'aime beaucoup l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours attiré par l'eau. J'aime bien évoluer dans l'eau et j'ai réussi pour cette photo-là justement de garder l'eau de ce puits totalement limpide. Et donc on voit la transparence et ça me plaît beaucoup. Et ça donnait une teinte un petit peu verdâtre par rapport au reste. Ça fait un mélange de couleurs qui me plaît. Univers artistique, mais aussi témoin historique, ce riche patrimoine souterrain est pourtant menacé aujourd'hui par l'indifférence. Les consolidations d'antan ont laissé place à des injections massives de béton, condamnant ainsi à tout jamais certaines galeries. J'ai pas l'impression que les pouvoirs publics, entre guillemets, se préoccupent tellement de ce patrimoine qui est pourtant extrêmement riche. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que Paris détient. C'est le plus grand monument parisien, mais qui est certainement le plus méconnu et le plus délaissé. Donc oui, je suis un peu inquiet pour l'avenir. Je vois tout ça se dégrader petit à petit. Il y a sans compter les multiples injections qui se font un petit peu n'importe comment et qui suppriment des bouts de réseau. Maintenant, pour moi, l'avenir est un peu sombre et ça me fait de la peine et j'espère qu'un jour quelqu'un prendra réellement conscience de ce qui se trouve sous terre. Si les catacombes n'ont pas encore acquis leur lettre de noblesse au patrimoine historique parisien, elles constituent certainement l'un des trésors les plus précieux de la capitale.